Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau Parole d'expert avec, Margot. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Parole d'expert donc, c'est un webinaire que j'anime toutes les 2 semaines avec un expert du réseau Fasterclass. Cette fois-ci donc c'est Margot qui est notre experte en management et qui anime nos formations, sur les fondamentaux du management et qui fait beaucoup de coaching pour nous. Vous êtes un peu plus de 157 inscrits exactement pour aujourd'hui. Donc c'est incroyable, je vois qu'on nous suit de partout, de La Réunion, de Madagascar, de Paris, du Grand Est, de Biarritz, de Belgique. C'est vraiment hyper plaisant, on voyage et hem et pour aujourd'hui, petit mot aussi pour ceux qui ne nous connaissaient pas, donc Fasterclass, qu'est-ce qu'on est? Je m'appelle Raphaël Maisonnier, je suis CEO de Fasterclass. Fasterclass, c'est un organisme de formation et de coaching. On est certifié Qualiopi et on est spécialisé dans tout ce qui est, formation en management et aux soft skills, on va dire de manière générale, donc feedback, leadership, gestion du temps, communication, prise de parole, et cetera. Aujourd'hui, on a voulu parler avec Margot, on veut aider les RH, à aider leurs managers. Voilà, donc c'est parce que je reviens du festival RH, la semaine dernière, qui c'était un moment exceptionnel. Je me dis quand même avec, les RH que j'ai rencontrés là-bas, on est, nos entreprises sont entre de bonnes mains. Mais je me dis quand même les RH, vous avez un rôle hyper compliqué. Vous êtes à la fois vous devez savoir, vous gérer de l'humain, vous devez avoir des notions de juridique. Vous devez aussi apprendre à parler business, pour vous faire entendre. Vous devez prendre, la parole auprès de la direction. Vous devez être les architectes en gros de l'entreprise, et puis vous devez savoir gérer de la paie et puis du recrutement et puis quand il y a des managers, qui ont des conversations un peu difficiles et bam, ils vous disent: «Ah ça, faut voir ça avec les RH». Et donc vous avez vite beaucoup de choses, sur le feu et donc avec Margot, on s'est dit: «Il y a 5 fondamentaux qui pourront aider vos managers qu'on peut vous partager et comme ça pourra vous permettre à vous aussi de vous dégager du temps sur la fin de l'année et de dégager du temps à vos managers qui se sentiront beaucoup mieux». Margot, j'ai à peine parlé de toi, mais enfin, à chaque fois qu'on fait un truc ensemble chez mes clients, et il y en a un paquet maintenant depuis, toutes ces années, j'ai que des éloges, donc je suis hyper heureux. On a que des résultats de malades, des 9 et des 10/10 et cetera. Donc, merci de prendre ce temps-là avec nous et de nous partager les 5 fondamentaux. Je crois que tu as voulu quand on a préparé ce webinaire, tu as voulu articuler ça en 3 grands points. Mmh. Je sais pas si tu peux Ouais. me dire un peu, faire un peu de teasing, On s'est concentré, sur, 3 dimensions. La dimension, moi manager, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que manager? Il y a, la dimension, hem, qui est, autour de l'individu, moi manager auprès de mon équipe, de chaque personne, chaque individu de mon équipe et il y a la dimension, moi manager vis-à-vis, du collectif, de mon équipe et du coup, on a articulé ce webinaire autour de ces 3 dimensions, de ces 3 cercles. Moi manager, moi vis-à-vis de chaque individu de mon équipe et moi manager vis-à-vis du collectif, de mon équipe et quels sont les fondamentaux que vous, RH, vous pouvez leur transmettre autour de ces 3 dimensions. trop bien. Sur toutes ces dimensions, on a préparé d'ailleurs pas mal de petits cadeaux pour ceux qui restent jusqu'à la fin du webinaire. Donc, ceux qui restent jusqu'à la fin du webinaire, à la fin, vous recevrez par email, des fiches récap de ce que Margot a dit. Donc, profitez-en, restez bien avec nous et tout au long du webinaire, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, posez-les dans le chat et je les traiterai au fil de l'eau et puis si on a le temps à la fin, celles que je vais pas traiter parce que c'est pas le bon moment, je ferai un petit temps questions-réponses et puis voilà, ce sera très bien. Bah, rentrons direct, dans l'art, Margot. Je te propose de parler, on se dit première chose, en tant que manager, il faut prendre soin de soi. Comment prendre soin de soi? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, c'est vrai que alors pour tout le monde dans l'entreprise, la fin d'année, on finit un peu tous sur les rotules, que ça soit les RH, les managers, les collaborateurs. C'est aussi pour ça, hein, que ce que Raphaël vous disait, qu'on voulait, proposer ce webinaire à ce moment-là, de l'année. Et donc pour les managers, un des premiers points importants, c'est déjà de prendre, soin de soi pour être en capacité de, prendre soin, de son équipe, et de bien manager, son équipe. C'est une métaphore qu'on utilise souvent aussi avec Raphaël, c'est la métaphore du masque à oxygène, vous savez, dans l'avion, où on nous dit avant de mettre celui de votre voisin, mettez le vôtre pour après pouvoir l'aider. Bon, bah, c'est la même chose pour les managers.
se préparer soi pour être en capacité de manager. Juste, il y a une personne qui a un souci de connexion. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Ça Je m'a l'air OK. continue. Ça T'inquiète, marche. ouais, je gère le chat. Ok. Donc l'enjeu numéro un des managers, notamment cette fin d'année, c'est de trouver du temps à disposition pour soi et de réussir à alléger sa charge mentale. La charge mentale, on peut le voir comme un ballon qui se gonfle au fur et à mesure, plus on rajoute de tâches, etc., plus il gonfle avec les nouvelles responsabilités, les nouvelles tâches. Et pour éviter qu'il explose, il y a deux axes possibles. Un, c'est de mettre moins de choses dans ce ballon pour qu'il arrête de gonfler. Et deux, c'est de faire un petit trou pour qu'il se vide. Mettre moins de choses, c'est savoir dire non, prioriser. Et le faire un Pour petit qu'il se trou vide. vide, c'est déléguer. OK. Finalement, c'est décider d'en mettre moins et décider d'en sortir, quoi. OK. Vous, en tant qu'RH, ça peut être clé pour les managers de les aider à faire ces 2 points. Et si on se focalise sur la partie délégation, qui est un point très difficile pour pas mal de managers. Et je sais que les RH, j'entends souvent que c'est frustrant pour les RH de voir des managers qui ont du mal à déléguer. En fait, il existe des freins naturels à la délégation qui sont, pour les managers, qui sont déjà un manque de confiance, a priori, parfois justifié ou injustifié, sur les compétences de la personne de son équipe auprès de qui on pourrait déléguer une tâche, une peur du niveau d'autonomie de la personne sur cette tâche-là. Le deuxième frein, c'est plus la perte de temps, le temps d'investissement à la former sur cette tâche-là, sur cette responsabilité-là. On se dit souvent, ça va plus vite de le faire soi-même. Vous savez, moi, j'entends vraiment en formation beaucoup de managers qui disent oui, mais moi, je le fais en 2 minutes, le temps de former la personne, etc. C'est hyper long, je ne sais pas si ça sera fait au même niveau de qualité. Certes, mais en fait, même si c'est une demi-heure tous les mois, en fait, à la fin de l'année, ça fait quand même beaucoup. Alors que ça peut être de la former pendant 1 heure, mais ça leur fait gagner du temps pour la suite. Et le troisième frein principal, c'est une perte de pouvoir, de légitimité de la part du manager, en tout cas un sentiment de perte de légitimité. C'est le cas souvent des managers experts qui sont issus qui sont des anciens opérationnels, qui peuvent avoir encore une casquette opérationnelle d'ailleurs, en plus de leur rôle de manager, et qui se demandent du coup qu'est-ce que je vais apporter à mon équipe si j'ai plus cette tâche-là, ou même ça peut être une responsabilité à déléguer, mais qui permet d'être très visible au sein de l'entreprise. Donc il y a un frein aussi autour de la perte de pouvoir et de légitimité. Je t'arrête un peu là-dessus. Sur le fait de déléguer, notamment sur moi, un des trucs qui avant me gênait, c'était je me disais, mais c'est vrai que ça va être moins bien fait que si c'est moi qui le fais. Mmh. Donc autant que je le fasse, je fais plus vite et mieux, blablabla, blablabla. Et j'ai appris avec les années, enfin, je me suis rendu compte, moi, je suis très un peu matheux, quoi. Et donc, il me faut un peu des équations, des machins. Et je me disais, mais imaginons qu'on soit 5 dans l'équipe. Si moi, je fais tout, je fais 100% de ce que je peux faire, bah, j'ai 100%. OK. Maintenant, si j'arrive à déléguer, même si les autres, chacun faisait que 80%, je mettais un truc vraiment en dessous pour me rassurer, etc. Bah, 80% fois 5, ça fait 400%. Donc en fait, je suis gagnant. On peut faire beaucoup plus, même si, OK, ça sera au lieu de faire 100% dans le même temps, ils feront que 80%, et cetera. Je suis gagnant à déléguer, à apprendre à déléguer et à investir dans la délégation, quoi. Mmh. Je sais pas si enfin voilà, c'était un truc perso, qui m'a Ouais, ouais, débloqué, c'est clair. Et quand on est la tête dans le guidon, en tant que manager, souvent, c'est difficile de faire ce calcul-là ou de le rationaliser un peu. Quand on n'a pas prévu aussi de temps dans son agenda pour pouvoir former la personne pour pouvoir déléguer, ça va plus vite de le faire sur l'instant. Mais comme tu le montres avec ton calcul, à moyen terme, c'est une perte de temps et d'énergie pour le manager qui pourrait déléguer. Parce que en fait, à pas déléguer, le manager, lui, ça lui fait une charge de travail importante, ça désengage les collaborateurs au fur et à mesure, alors que déléguer, ça leur donne aux collaborateurs une forme de responsabilisation, de nouvelles tâches à faire qui permet de les motiver et de les engager aussi. Et puis, globalement, l'équipe avance moins vite si toutes les tâches sont rassemblées auprès d'une seule personne, quoi. ouais, c'est clair, ouais. Et du coup, bon,
toi, en gros, le rôle des RH là-dedans, attends, c'est quoi le rôle des RH là-dedans, d'après toi? Je pense que le rôle des RH, c'est alors à la fois, bon, c'est de lever ses freins, hein, mais du coup, enfin de lever ses freins auprès des managers. Il y en a pour qui auprès des managers, ça sera plus facile que d'autres. Ouais, Quand il y a des freins, de ouais, toute façon, de manière générale, au changement, à la transformation, à un changement des habitudes, c'est qu'il y a des peurs derrière. Et donc, du coup, c'est d'essayer de trouver, OK, chez ce manager-là en particulier, c'est quelle peur quand même il y a derrière. Donc, c'est est-ce que c'est bah, la peur de perdre du temps? Est-ce que c'est la peur que la tâche soit pas assez bien faite, etc. C'est de venir lever ses freins au fur et à mesure grâce à l'identification de ces peurs-là. Moi, j'aime bien utiliser aussi une trame autour de 4 questions que j'appelle les 4 C, qui sont ouais, 4 questions que vous pouvez transmettre à vos managers pour les aider à bien déléguer. Parce que parfois, vous aurez des managers qui vont vous dire oui, j'ai essayé de déléguer à un tel, à Martin, mais il l'a mal fait, etc. En fait, et donc il dit du coup, je ne veux plus déléguer. ouais, Bien souvent, c'est parce que la délégation a mal été faite. En fait, ce qui est important dans la délégation, c'est un, que le manager décide de déléguer, et deux, c'est dans quelles conditions il délègue et avec quel suivi par la suite. Et donc, c'est vraiment poser le cadre de délégation. Et donc, ces 4 questions que vous pouvez transmettre à vos managers, c'est le premier C, c'est pour compétences. Est-ce que le collaborateur a les compétences? Et sinon, comment je vais pouvoir le faire monter en compétence sur cette tâche, sur cette activité-là? Le deuxième C, c'est confiance. Quel est mon niveau de confiance, mon manager, dans sa capacité à réussir et de quoi j'ai besoin pour être rassuré sur sa capacité à réussir. 3, c'est contexte. Donc, dans cet environnement-là, a-t-il le temps, les ressources nécessaires? Quel est son contexte à lui? Qu'est-ce que je peux faire pour maximiser ses chances de réussite dans cette tâche-là? Est-ce que je devais lui proposer, je ne sais pas, d'utiliser un alternant, enfin de faire appel à un alternant, etc., par exemple? Et quatrième C, c'est conséquences. Quel est le niveau de risque si la tâche échoue, si la personne ne fait pas un niveau tip top dès le départ, etc. C'est de pouvoir du coup se rassurer aussi en tant que manager sur quel risque je prends en déléguant cette tâche-là. Et donc ces 4 C, compétences, confiance, contexte et conséquences, c'est une trame très utile, très facile, que vous pouvez transmettre à vos managers pour se questionner dans la délégation. Et vraiment, et parfois, poser le bon cadre de délégation est clé pour la réussite de la délégation par la suite auprès du collaborateur. Et il s'agit aussi de pas seulement poser le cadre, mais c'est aussi le suivi. Il y a trop de managers qui disent oh, je t'ai passé le truc, maintenant tu te débrouilles. Non, c'est aussi quel est le suivi que le manager fait au fur et à mesure. Et donc, par exemple, dans les points individuels, est-ce qu'il va checker, il va vérifier où en est la personne sur cette tâche-là, est-ce qu'il a besoin d'aide, etc. OK, OK. Attends, trop bien ces 4 questions. Compétences, confiance, contexte, conséquences. Ouais, Bien à retenir ça. Compétences, confiance, contexte, conséquences, les 4 C. ouais, OK. C'est vrai que oui, en soi, ça me permet d'identifier si c'est parce que je pense qu'il est pas assez bon, bah, je peux le former, je trouve des solutions, ça permet de déléguer après. Confiance, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir confiance, là-dessus? Ou est-ce que c'est moi qui ai des exigences trop élevées aussi ou machin? Contexte, les ressources et conséquences, en fait, démystifier le truc et c'est quoi le risque aussi? Souvent, en fait, on se fait un peu une montagne d'un truc qui n'en mmh, est pas une mmh. et OK et avec tout ça, on peut déléguer. Putain, trop bien. Bah, merci. Merci pour ça. Donc voilà, et vous avez les 4 questions, les 4 C que vous pourrez partager, à vos managers. Déjà, c'est une première chose et deuxième chose, on a bossé sur un tableau de la délégation qu'on vous enverra aussi, suite au webinaire. Donc ça, très, très cool. Tu avais parlé au début juste enfin, à moins que tu aies coaché sur la délégation, Non, mais sinon c'était juste sur le aujourd'hui sur tableau de tes clients? délégation précisé que c'est un tableau que moi je transmets aussi dans les formations management que j'anime, qui Ouais, est un tableau que le manager peut compléter et même présenter à la personne à qui il va déléguer, qui est la liste des choses qu'il souhaite déléguer et qui montre les questions à se poser pour bien déléguer. Voilà. Et donc c'est un outil très utile que du coup on vous enverra à l'issue de ce webinaire. Voilà. C'était pour trop préciser sur cool. ce petit cadeau. Ouais, trop cool et je reviens sur ta métaphore du début là avec le ballon. Tu peux donc soit mettre Oui, moins de choses dans le ballon, soit dégonfler. Donc mmh, dégonfler, on a compris, c'est déléguer, ça c'est le premier ouais, fondamental. ouais, Il y a un truc, tu as dit quand même, mettre moins de choses dans le ballon, donc c'est prioriser, savoir dire non. Est-ce que tu ouais. as des petites techniques là-dessus rapidos? Je sais que c'était pas trop prévu dans ce webinaire, mais
Ouais, ouais, alors savoir dire non, et prioriser, c'est souvent des choses qui sont bon, qui peuvent être difficiles pour les managers, mais pour tout le monde, hein, même pour nous-mêmes. Ouais, Parce que savoir dire non, les freins principaux, c'est surtout autour de, la peur, de pas sembler à la hauteur, de pas sembler être en capacité de faire, ou la peur d'abîmer la relation avec la personne, de lui dire non. Et donc du coup, pareil, c'est un peu un travail de faire conscientiser les managers sur qu'est-ce qui me fait dire non, pourquoi je dis non là. Est-ce que bah, c'est pour une cause réelle parce que ce projet-là est clé, etc. Ou est-ce que j'arrive pas à dire non parce que j'ai différentes peurs. Et c'est vraiment les aider à se questionner là-dessus. Et alors après, prioriser, c'est tout un... Savoir prioriser, c'est ouais. tout un énorme sujet. En tips Non, on peut dire, rapides. est-ce qu'il peut y avoir Eisenhower, est-ce qu'il y a urgent, important, etc. Mais Ouais, ce qui est urgent, mais bon, important, cette matrice-là, ça aide. Moi, je trouve que c'est aussi, de manière très concrète, les inviter à se poser en début de semaine et se dire, OK, dans la semaine, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui est important pour moi de faire dans la semaine? En ayant conscience que selon les métiers, par exemple dans le service client ou autre, ils peuvent être interrompus régulièrement. Donc, d'avoir en tête que ils doivent lister que ce qui est raisonnable compte tenu de leur activité du quotidien, et de se garder un créneau aussi en fin de semaine pour faire le bilan, à la fois pour dire ok, j'ai réussi à faire tout ça, et être un peu aussi fier, savourer ce qu'on a réussi à faire, et de se dire ah en fait j'avais été ambitieux, quoi. trop gourmand, trop ambitieux, merci, trop ambitieux, ça permet de projeter pour la semaine suivante. Et rien que d'avoir ces deux temps, ça permet en général de prioriser et de rester assez concentré au fur et à mesure de la semaine. Ouais, trop Voilà. cool, je suis trop d'accord avec toi. Et d'ailleurs, moi, sur le savoir dire non, Mm. un truc que j'ai remarqué, c'est, souvent quand on me demande un truc et si je suis pas à l'aise et tout et en fait, je reporte le fait de dire non à la personne. Au début, je me disais ça. Je me disais: «Bon, je verrai plus tard si je peux ou pas» et cetera et en fait, au début, ça, c'était le réflexe que j'avais, mais qui, je pense, est humain, quoi, de se dire: «Non, ah, je sais pas, je vais devoir y réfléchir ou machin» et en fait, ça me bah, ça faisait que personne n'était content. C'est-à-dire que la personne qui attend sa réponse, elle attend pour, en fait, au bout d'une semaine, se prendre un non de ma part. Et moi, pendant une semaine, j'ai: «Ah, faut que je dise non à la personne, faut falloir que je dise non, ça me travaille, est-ce que je peux?» Donc maintenant, quand je sens que je commence à vouloir repousser la réponse parce qu'en fait, je vais vouloir dire non, je me dis: «OK, il faut que je réponde tout de suite» et je dis que c'est pas possible et soit c'est parce que, bah, soit j'ai d'autres priorités et c'est entendable, je dis: «Je suis désolé, j'ai d'autres priorités en ce moment, mais recontacte-moi à telle date et là, j'aurai plus de bande passante». Soit parce que je suis pas la bonne personne et dans ce cas-là, je dis: «Désolé, je suis pas la bonne personne, mais contacte telle personne qui pourra peut-être t'aider» et au moins de laisser en gros une fenêtre, soit dans le temps, recontacte-moi plus tard, soit c'est pas moi, mais essaie de voir avec cette personne et au moins ça me décharge mentalement d'un truc qui est désagréable de devoir dire non parce que j'aime pas faire ça et la personne, qui je dis non plus vite et contente plutôt que d'attendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour en fait avoir un non et que pendant ce temps elle a été bloquée, quoi. Mm. Voilà, ça c'est mon petit tips que j'ai remarqué, enfin qui m'a pris quelques années à vraiment mettre en place, mais ça je trouve que ça marche plutôt bien. Ça me fait penser au côté, plutôt que de laisser accumuler ça parce qu'on n'ose pas dire non, ça me fait penser au livre, à l'expression du coup derrière, Eat the Frog, Ouais, qui est manger la grenouille en premier. Enfin, en gros, les tâches qui nous saoulent, qu'on n'a pas envie de faire et tout, on a tendance à les repousser, sauf que ça reste dans notre charge mentale. Et alors ça fait gonfler même si c'est pas une activité qu'on fait, ça fait gonfler notre ballon, et c'est lourd et c'est pesant. La reco, c'est de dire, bah, commencez vos journées par ça, comme ça vous éliminez en une demi-heure, une heure, vous éliminez toutes ces petites tâches qui vous plombent le moral et la journée. Et du coup, on s'en soulager après pour aussi rentrer dans d'autres sujets qui demandent plus d'attention. En tout cas, ça allège votre charge mentale. Voilà, ça me fait penser à ouais, ça. trop cool. Alors donc si je récapitule sur le prendre soin de soi, on avait, apprendre à prioriser, savoir dire non, déléguer. Comme ça, Mm. on met moins de choses dans le ballon et on dégonfle le ballon en déléguant. On va donner le tableau de délégation et pour déléguer, il y a les 4 C: compétences, confiance, contexte, conséquences. OK, ça c'est fait. Maintenant, tu avais un deuxième chapitre dont tu veux nous parler. On aide les managers à prendre soin d'eux. OK, deuxième chose, il faut les aider à faire grandir individuellement chaque collaborateur de leur équipe. C'est ça, hein? Yes, exactement. Allez, Et la fin d'année, la période qui arrive est clé pour ça parce qu'il y a les entretiens annuels qui arrivent fin d'année, début d'année, ça dépend des entreprises, mais grosso modo, c'est la période qui arrive.
qui arrive au moment où on est tous le plus fatigués, mais le risque principal des entretiens annuels, c'est qu'ils soient loupés, entre guillemets, qu'il y ait un sentiment de perte de temps si justement ils sont inutiles. Dans combien d'entreprises j'entends que ces entretiens annuels, les managers ils vont à reculons, les collaborateurs aussi. Les collaborateurs c'est parce qu'ils ont peur de ce que leur manager va leur dire, et les managers c'est parce qu'ils ont peur de dire des choses à leurs collaborateurs, et les RH qui derrière courent. Est-ce que tu as fait ton entretien, nanana, etc. Et vous, ça vous fait perdre beaucoup de temps et d'énergie aussi. Pour moi, les entretiens annuels, ils sont réussis s'il y a 2 choses vraiment clés. Un, qui est la capacité des managers à faire des feedbacks, et 2, qui est leur capacité à formuler des objectifs précis et engageants avec et pour le collaborateur. Et je rajouterai un troisième point qui est du suivi tout au long de l'année, mais dont on ne va pas spécialement parler là. Même le feedback, il est tout au long de l'année, Yes. pour, que ça se passe le mieux possible, le jour de l'entretien, quoi. Ouais, ouais, complètement. L'objectif d'entretien annuel, c'est qu'il n'y ait pas de surprise au moment où on partage, on fait le point. Sauf que j'en vois tellement de managers qui le font pas au fur et à mesure de l'année, et qui le font même pas au moment de l'entretien annuel, Ouais. ou qui le font de manière détournée. Je sais pas combien de managers enfin même vous, combien de managers vous connaissez qui, je suis sûre que vous en connaissez plein, qui râlent sur quelqu'un qui fait pas bien le job dans son équipe, mais qui lui en parle jamais. Euh, Ah, c'est clair, ouais. Mais et, d'ailleurs, là-dessus, sur un truc qui est très puissant, c'est de se rendre compte que quand on a ça, vous pourrez le dire à vos managers, en tant qu'RH, hein, vous pouvez le dire. Quand vos managers ont repéré que quelque chose ne se passait pas bien, hmm, tant qu'ils font pas le feedback, ils deviennent co-responsables du fait qu'il y a pas de changement de comportement. Donc, s'ils repèrent un truc en février et qu'ils attendent l'entretien de décembre pour le dire, ils sont co-responsables de février à décembre du fait que ça n'ait pas fonctionné. Ils sont managers, ils peuvent faire des feedbacks tout au long de l'année, et le but, c'est vraiment qu'ils améliorent, que leurs équipes progressent tout au long de l'année avec des feedbacks, réguliers, pour que le jour de l'entretien annuel, et où il y a du coup une évaluation à la fin de l'année pour voir, voilà, qui a fait quoi, qui a bien réussi les objectifs et tout, que ça se passe du mieux possible, et comme tu dis Margot, qu'on découvre rien, quoi. hmm, hmm. Oui, parce que c'est hyper difficile pour le manager de gérer une situation où bah, il dit quelque chose pendant l'entretien annuel et que c'est une surprise pour le collaborateur, et Ouais. que du coup, les deux sont assez déstabilisés en général. Et le manager, parfois, il pensait l'avoir un peu dit à droite, à gauche, ou avoir été clair, mais en fait, non. Et donc voilà. Euh, Après, on a le cas des managers qui le disent pas vraiment, ou le disent mal, ou en fait, moi j'aime bien utiliser un outil très connu, hein, mais autour de, que je présente aussi dans les formations que je peux animer autour du feedback. Parce que le feedback, c'est pas seulement des trames, des choses à préparer, c'est aussi de comprendre, ok, pourquoi les managers ils ont tant de mal, et pourquoi moi, en tant que manager, j'ai tant de mal parfois à faire des feedbacks. Et pour pour identifier ces freins-là, j'aime bien utiliser la matrice Radical Candor de Kim Scott, qui a écrit un livre là-dessus, que vous pouvez aller lire, etc., qui est un peu plus large que juste sur le feedback. Hein. Mais moi, je l'aime bien utiliser Radical Candor pour parler des freins au feedback. Parce que grosso modo, ce que la matrice dit, c'est qu'il y a 3 postures un peu contre-productives dans la communication, dans la manière de faire du feedback, et une posture qui est qui fonctionne bien. Et ce qu'elle dit, c'est que on a tendance à tous éviter de faire des feedbacks, notamment des feedbacks finalement d'amélioration ou de recadrage, parce que on a soit peur d'abîmer la relation, donc on est soit dans l'empathie extrême, et du coup ça nous pousse à nous taire et à ne pas dire les choses en se disant bah, ça va abîmer la relation que j'ai avec la personne de mon équipe, ou on se tait pour le coup parce qu'on a peur de l'image que ça va renvoyer de moi en tant que manager. Et donc, la personne va peut-être penser que je suis pas un bon manager, pas sympa, etc. Donc, pareil, par crainte, je vais me taire et du coup être pas franc sur ce que je pense du travail de la personne. Et puis, il y a du coup l'attitude qui fonctionne le mieux pour elle dans la communication et dans le fait de faire des feedbacks, qui est
ce qu'elle appelle du coup Radical Candor, qui est un mixte, un duo gagnant. D'un côté, une franchise extrême, dire les choses à la personne sans enrober, parce que combien de feedback on a vu où on enrobait, on en faisait des tonnes parce qu'on a peur de dire les choses, du coup ça devient flou, la personne a l'impression qu'on l'arnaque, etc. Donc être franc, direct, et en même temps le mêler au deuxième ingrédient clé qui est une empathie très forte, une attention à la personne, et donc ça qui se construit aussi tout au long de l'année. Mais c'est vraiment ce duo gagnant qui permet de se mettre dans les bonnes conditions et dans la bonne posture pour faire des feedbacks qui vont faire progresser la personne. Et donc vraiment utiliser cette matrice de Radical Candor pour faire prendre conscience aux collaborateurs, enfin aux managers, pardon, de quels sont leurs freins au feedback. Je trouve ça assez intéressant. Oui. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu dis, si on reprend juste l'étymologie de feedback, feed Ouais. nourrir, back en retour. Donc c'est Mhm. vraiment un retour d'information qui va permettre à l'autre, qui va nourrir l'autre, qui va lui apprendre quelque chose. Donc en faisant des feedbacks, vous faites progresser l'autre. Si les managers ont conscience de ça, ils vont se mettre à en faire plus régulièrement. C'est vraiment leur rôle de développer leurs équipes. Et après, je voulais dire autre chose sur ce que tu disais sur Radical Candor. Ah oui, quand tu disais: «Faut pas enrober» et cetera, mais je suis 100 aligné avec toi. Et d'ailleurs, j'ai vu ça, je suis en train d'écrire un bouquin sur le feedback aussi, donc c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Et j'ai vu pas plus tard qu'hier que il y a la technique du feedback sandwich, donc vous avez peut-être déjà entendu ça. C'est à proscrire, absolument à proscrire, c'est nul. Les gens vous voient venir avec vos gros sabots, ça ne marche pas. Vous passez pour un hypocrite. Les feedback sandwich, en gros, c'est de commencer par un petit compliment pour, saucer un peu la personne en face. Puis, ensuite, bam, vous mettez tous vos critiques et vous finissez par: «Mais bon, c'est pas mal, hein, quand même, hein, ce que tu as fait. Enfin, non, mais c'est bien globalement» et cetera. Ça ne fonctionne pas, c'est contre-productif. Et j'ai vu que cette technique était encore enseignée, dans beaucoup d'endroits. Ok. Et même j'ai trouvé une fiche sur le site du ministère de l'économie sur comment faire un feedback sandwich, quoi, pour, que ça passe bien et tout ça. Enfin, j'étais atterré. Donc voilà, qu'on suive la méthode de Radical Candor ou nous on a une méthode, qui s'appelle la méthode STAR, situation, action, résultat, mais pareil qui est très directe, très franche, qui permet de faire grandir l'autre. Hem, Dans tous les cas, voilà, ne faites pas de feedback sandwich, soyez direct, et révélez en fait quelle était l'action qui a été déterminante, qui a fait que le résultat peut être meilleur ou a été bon. Et comme ça la personne, apprend quelque chose et grandit grâce à vous, ou grâce au manager. Yes. Ouais, donc là-dessus, d'ailleurs, on vous donnera aussi pareil à la fin du webinaire, pour ceux qui sont encore là, une petite fiche sur, une méthodologie feedback. On Mm. on s'était engagé à ça. Vous aurez l'essentiel en une page ou 2. Donc tu avais la partie feedback et tu voulais me parler aussi tu as dit au début là de fixer des objectifs clairs et engageants. Oui, exactement. Alors là, c'est plus sur les feedbacks, c'est vrai que c'est plus sur le bilan de l'année, et le fixer des objectifs précis et engageants, c'est plus sur la projection pour la suite. En fait, combien de personnes ont des objectifs très flous, etc., dont ils ne se souviennent pas d'ailleurs au fur et à mesure de l'année. L'idée, c'est d'avoir des objectifs qui rassemblent pour moi 3 critères très importants. Une formulation en résultat. L'objectif, il doit être formé en mode résultat, je vais détailler après, hein. Il doit avoir des indicateurs et il doit surtout, et encore plus, avoir un plan d'action derrière. Parce que des objectifs où la personne ne peut pas se projeter sur OK, mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à atteindre cet objectif-là, ça rend l'objectif très flou. Si je reprends chacun de ces critères, formulation en résultat. Donc, formulation de l'objectif en résultat, c'est formuler au présent comme si l'objectif était atteint, comme s'il était obtenu. Donc, vous pouvez même faire un exercice, enfin, leur faire un exercice où ils ferment les yeux et ils projettent, ils décrivent la situation attendue si cet objectif est atteint. Si je prends un exemple concret d'objectif, c'est en juin 2026, par exemple, je génère, moi, collaborateur, en toute autonomie, les rapports financiers mensuels depuis notre outil de pilotage, machin. Ça, c'est un exemple de formulation en résultat. Il y a une date précise, c'est au présent et c'est comme si l'objectif était atteint. OK. Ouais. Deuxième point, c'est Est-ce que préciser tu des est-ce que tu peux même le mettre au passé ou au passé c'est composé, par exemple. passé composé? Ouais. OK. Ça dépend. Alors là, ça va pas. Je génère en autonomie les rapports financiers, c'est un truc régulier, donc non, mais ça peut être
Par exemple, pour une personne en RH autour de l'organisation du séminaire d'entreprise, ça peut être en juin 2017, j'ai organisé le séminaire d'entreprise et ça a permis et bien de montrer l'impact recherché dedans. Voilà, oui, tout Ouais, à OK, fait. ouais. OK, ouais. Donc Donc vraiment comme le présent ou résultat passé atteint. composé, ouais. Résultat atteint. OK, très clair. 2e point, pour des objectifs précis et engageants, des indicateurs. Quand je dis indicateurs, c'est pas forcément que quanti avec des chiffres, ça peut être quali, mais quelque chose qui permettra de dire que l'objectif est atteint. Ça permet d'apporter de l'objectivité, ça évite les interprétations subjectives et les incompréhensions au moment d'évaluation, comme ça arrive souvent. Et Ouais. puis, ça permet de faire potentiellement le lien entre les enjeux de l'entreprise, les enjeux de l'équipe et l'objectif de la personne individuelle. La question derrière, c'est vraiment se demander qu'est-ce qui me permettra de dire que l'objectif est atteint? À quoi je le verrai? Donc, si on reprend notre exemple en juin 2026, je génère en toute autonomie les rapports financiers mensuels depuis notre outil de pilotage. En exemple, d'indicateur, c'est 100% des rapports générés. J'ai réussi à générer 100% des rapports sans l'aide de mon manager à partir de juin 2026. Aucun retard n'a été réalisé dans l'envoi de ces rapports au CODIR, etc. Voilà. Donc, vous voyez, 100% des rapports, bon, c'est plus ou moins chiffré, mais en tout cas, aucun retard. On peut dire que c'est proche plutôt du quali. Ça peut être aussi quelque chose autour du sentiment de la personne. Je suis serein au moment de l'envoi et j'ai le sentiment de maîtriser l'outil. Vous voyez. OK. Donc c'est vraiment le décliner en indicateur qui permettra de dire ok, good, l'objectif il est coché, il est validé. Ok. 3e point pour des objectifs précis et engagement, c'est les plans d'action. C'est celui vraiment qui est trop souvent oublié, je trouve. C'est ce qui doit permettre à la personne d'atteindre cet objectif-là. Donc, ça va être de proposer 3 actions pour chaque objectif. Donc, 2, 3 max. Hein. C'est qu'est-ce que la personne peut faire concrètement pour atteindre cet objectif-là. Le niveau de détail sur l'action va dépendre du niveau d'autonomie de la personne, sur ses responsabilités, de son niveau de connaissance, etc., d'autonomie. Si on reprend notre objectif, en juin 2026, je génère en toute autonomie les rapports financiers mensuels depuis notre outil de pilotage. Le plan d'action numéro 1, ça pourrait être suivre juste un module de e-learning sur notre outil de pilotage pour savoir le gérer. Un autre exemple, un plan d'action numéro 2, ça pourrait être faire valider par mon manager les rapports générés sur les 3 premiers mois, donc entre janvier et mars 2026, par exemple. C'est vraiment pouvoir décliner de manière très concrète l'objectif pour permettre à la personne de se projeter et de se dire ok, j'avance aussi sur cet objectif au fur et à mesure. Ok. OK. Donc vraiment, moi, ce que j'appelle le triangle magique des objectifs, c'est formulation au présent, indicateur et plan d'action. OK, trop bien. Formation présent, indicateur, plan d'action. Bon, bah, trop clair. Hem, donc là, on a vu les trucs à titre perso en tant que manager, comment les RH pouvaient aider les managers à aller mieux à titre perso. Deuxièmement, comment on peut aider les managers à faire grandir chaque collaborateur de leur équipe, Mmh. notamment avec 2 outils qui sont les feedbacks individuels et fixer des objectifs, précis et engageants. Donc là, c'est formulé en formulation résultat, indicateur et plan d'action avec 2-3 Mmh. actions à chaque fois. Là-dessus, pareil, hein, comme d'hab, on va vous donner des petits cadeaux et cetera. Et il reste une 3e étape en tant que manager qui est, heu, on va dire essentielle, qui est le collectif. C'est-à-dire, en plus, enfin, à mes yeux, le manager, le but, c'est de créer de la performance collective durable, quoi. C'est pas lui qui est tout seul dans son coin. Mmh. Donc c'est le collectif, c'est un point prépondérant. On va voir ça. Juste avant, je voulais vous dire si jamais, parce que parfois il y en a qui doivent partir et cetera. Si vous voulez creuser des sujets, vous pensez que c'est cool ce qu'on dit, mais que vous avez besoin d'aide et cetera, vous pouvez cliquer ici, sur le petit bouton «Prendre rendez-vous» et on pourra creuser les sujets avec vous. C'est complètement gratuit. Voilà, ça permet d'avoir du quality time quoi, des temps un peu ensemble, pour, débroussailler avec ça et qu'on puisse un peu vous aider. Je ferme la parenthèse. On avance donc, sur le déroulé du webinaire.
Maintenant, en tant que manager, il faut gérer la dynamique collective. Yes, on a vu la dimension du coup moi manager, la dimension individuelle, il y a toute la dimension aussi collective. Les périodes de fin d'année ou de début d'année sont vraiment le moment pour donner, redonner un second souffle à la dynamique d'équipe. C'est vrai qu'on a tous tendance à, bon, bah, vous continuez comme avant, à se dire au global ça roule, et du coup continuons comme ça, et il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Pour moi, c'est vraiment un moment clé pour faire, d'une part, faire le bilan de l'équipe, réaffirmer quels sont nos principes d'équipe, comment on fonctionne ensemble. Et c'est un moment clé aussi pour créer, favoriser du lien entre les personnes et encourager pardon, la reconnaissance au sein de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment notre fondamental 4 Ouais, et le 5, ouais, ça se dit. Le 4, du coup, c'est faire un bilan d'équipe, et 2, favoriser les liens et encourager la reconnaissance au sein de l'équipe. Pour ça, on va vous donner un outil pour chaque. Si je reprends du coup, faire le bilan de l'équipe et réaffirmer les principes d'équipe, il n'y a pas besoin, moi j'entends souvent, oui, mais j'ai pas de budget, je peux pas les inviter au resto, je peux pas, j'ai pas un moment de team building, etc. Franchement, il n'y a pas besoin de ça. Il y a besoin d'un peu de temps, c'est sûr. Il faut prendre un temps. Ça peut être 2 heures, ça peut être une demi-journée, un peu plus, une grosse demi-journée, une journée entière. Ça dépend de ce qui est possible. Mais ça peut être juste une question de temps, sans avoir besoin vraiment de budget, pour créer un moment d'équipe qui permet de clôturer l'année et de projeter l'année suivante. Et pour ça, pour le faire en collaboration aussi avec l'équipe, il y a un outil d'animation d'atelier que j'aime bien, qui est l'outil KISS, qui s'utilise dans plein de manières différentes, mais j'aime bien l'utiliser en atelier. KISS, c'est pour Keep, Improve, Start et Stop. Et l'idée de cet atelier qui peut se faire du coup en équipe, c'est demander aux personnes de l'équipe d'identifier qu'est-ce qu'il faut dans l'équipe qu'on garde comme mode de fonctionnement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse évoluer, improve, qu'est-ce qu'il faut qu'on start, qu'on démarre, et qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête. Pour animer ça, c'est bien de leur présenter ce framework-là, donc KISS, et de leur demander, de leur donner un certain nombre de post-it chacun, et de leur proposer d'écrire leurs idées sur des post-it. Une idée, un post-it. Chacun a un temps de réflexion, écrit le nombre de post-it qu'il souhaite, et ensuite le manager ou une personne qui animerait, c'est pas forcément toujours le manager, ça peut être une personne de l'équipe qui est à l'aise, qui a envie d'animer, qui va récolter ces post-it-là et qui va pouvoir les lire, ou c'est les propres collaborateurs qui viennent les lire, enfin, selon le timing et tout. L'idée, après, c'est d'avoir une discussion avec, OK, qu'est-ce qu'on pense qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il pense qu'il faut qu'on fasse évoluer, etc. Et ça permet, rien que ce temps de discussion, de partage des points de vue, renforce le lien, la cohésion et la projection ensemble. Et puis, ça permet de construire aussi l'année prochaine le mode de fonctionnement futur qu'on a envie. Et le décliner s'il y a le temps, mais ça demande encore un peu de temps, de le décliner en principe d'équipe, mais ça peut être des principes très concrets. Hein, OK, on se dit qu'on déjeune une fois par mois tous ensemble. Si par exemple dans Improve, il y avait une question de connexion, de lien entre les personnes, bah, ça peut être autour d'un déjeuner tous les mois, etc. Et donc vraiment, cet atelier KISS, il est hyper utile, efficace et franchement facile à animer, même pour un manager qui n'est pas habitué à animer en collectif, parce qu'il suffit de suivre cette trame, ces 4 temps, et de permettre la discussion de chacun. Voilà. ouais, ouais, trop, trop bien. Moi, je suis fan de ce petit framework KISS. Franchement, il est hyper facile à mettre en place. Mm. Et nous, on s'en sert à chaque fois à la fin de nos formations aussi pour dire, bah tiens, OK, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on arrête, et qu'est-ce qu'on doit faire qu'on ne faisait pas avant, quoi. Mm. Donc hyper, hyper puissant, et vous pouvez même tous à titre individuel, aussi, en plus du collectif, vous dire: «Tiens, qu'est-ce que là, il faut que je garde ça KISS». Enfin, franchement, gardez bien ça en tête. On vous enverra la petite fiche KISS aussi d'ailleurs. Putain, on va envoyer plein de cadeaux à ce webinaire. Je suis en train de m'engager à plein de trucs. Mm. Comme d'hab. Ouais, voilà, comme d'hab, toujours plus d'engagement. Mais on vous enverra, le but c'est de créer de la valeur, on vous enverra la petite fiche KISS, que vous pourrez partager à vos managers et que vous pourrez aussi utiliser pour vous-même d'ailleurs. Donc trop, trop cool. Ouais, ce KISS aussi, moi, je l'utilise quand je démarre un accompagnement, notamment individuel, auprès d'un manager. Je lui propose de l'utiliser
pour aller questionner chacun de ses collaborateurs sur sa posture et son rôle de manager. Alors, il faut que les conditions Ouais. le permettent, qu'il soit à l'aise avec les personnes et tout, hein, mais de passer à travers ce framework-là, de se dire, OK, qu'est-ce que dans ma posture de manager, selon toi, il faut que je Garde. garde, et tout ce qu'on start, etc., tout ce qu'on s'est dit. Voilà, tout ça pour dire que ce framework, il peut servir dans plein de situations. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et donc pour le collectif, donc il y avait Oui, l'atelier KISS et il y avait un autre atelier dont tu voulais nous parler, qui ouais. était le post-it, tu me disais atelier post-it feedback, positif. Ouais, alors c'est un atelier, en tout cas, c'est une séquence presque d'un moment d'une réunion, ou ça peut être la fin après l'atelier KISS, selon le temps que vous avez, qui est vraiment pour favoriser, la reconnaissance au sein de l'équipe. C'est vrai qu'on a tous tendance à, bon, bah, même quand les gens travaillent bien et tout, à pas leur dire, alors que, nous-mêmes, hein, quand on reçoit des compliments ou des feedbacks positifs sur, notre travail, on est hyper, satisfait, quoi. C'est agréable et ça nous encourage et ça nous engage C'est aussi rare, hein. pour la suite. Et du coup, moi, j'aime bien faire un exercice régulièrement à des équipes. C'est chacun, donc c'est une séquence post-it où chacun dispose autant de post-it qu'il y a de personnes dans l'équipe. Donc, par exemple, une équipe de 10 personnes, chacun dispose de 9 post-it parce qu'il n'en a pas besoin pour lui. Okay, et l'idée, c'est que chaque personne écrive un feedback positif pour chaque personne. Donc, il y a 9 personnes OK. dans l'équipe. Enfin, il y a 10 personnes, mais je m'enlève. 9 personnes égale 9 feedbacks à écrire sur chacun, sur 9 post-it. OK, Ouais. OK. il faut laisser quand même du temps aux personnes pour écrire ces post-it là. On n'est pas habitué à faire ce type de, Ouais, c'est ce que j'allais te de dire. feedback. C'est pas, Mmh. bon, alors pour certaines personnes, on va trouver facilement un feedback positif à faire. Pour l'autre, il faut réfléchir un peu plus. Ça peut être des feedbacks très faciles, enfin très concrets. Ça peut être je suis très admirative de comment tu prends la parole, enfin, ou je trouve que tu es très clair quand tu prends la parole devant tout le monde, ça m'impressionne, ce genre de choses. Ça peut être très simple, ou ça peut être un remerciement pour tu m'as aidé sur ce projet-là qui était compliqué pour moi, merci beaucoup. Ça peut être des Ouais. choses très comme ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant que la personne qui donne les consignes de l'exercice donne des exemples pour que les personnes puissent se projeter un peu sur qu'est-ce que ça veut dire un feedback positif en l'occurrence. Parce que quand on dit Ouais. feedback, là, c'est quand même plutôt c'est pas Là, c'est forcément un peu feedback, construit. compliment, Oui, c'est remerciement, quoi. ça, c'est de la reconnaissance, quoi. C'est pas un feedback Ouais. très construit comme on dit, très factuel, et cetera. Il y a plus, c'est Là, on est plus. dans de la on se fait kiffer, on se donne de la reconnaissance les uns les autres, on remplit les réservoirs à estime de soi, quoi. Exactement, exactement. Et une fois que chacun a complété les X post-it qu'il doit distribuer, il les distribue à chacun. À vous de définir si vous souhaitez au départ que le manager, la personne qui donne les consignes, décide que c'est anonyme ou pas. Si c'est pas anonyme, les personnes peuvent écrire leur prénom en haut ou en bas du post-it. Et donc après, ils vont distribuer ces post-it là. Et après, chaque personne a un temps pour lire chacun ses propres post-it. Et en général, enfin, vous allez voir, il va y avoir des sourires qui vont émerger, etc. C'est hyper agréable aussi de voir ça. Et comme Ah chacun ouais. a reçu des post-it good vibes, ça finit aussi la réunion sur un truc très positif. Et en dernière séquence qui peut se rajouter, c'est juste un tour de parole sur qui veut prendre la parole sur qu'est-ce que ça me génère de recevoir ces post-it là. C'est intéressant de partager en collectif sur ok, qu'est-ce que ça me fait quand je reçois des feedbacks positifs comme ça, parce que ça fait prendre conscience aux personnes à quel point ça fait plaisir, à quel point c'est engageant et à quel point du coup c'est intéressant de le mettre en place aussi dans le quotidien plus régulièrement que juste avec cet Ouais. atelier là. Ah, c'est clair, ouais. Franchement, cet atelier, je pense que tu le fais, le vendredi soir avant de partir en week-end, enfin le vendredi fin d'après-midi. Les Ouais, gens, ils partent en week-end avec la banane et ils passent un putain de ouais. week-end, quoi. Ouais, ouais, c'est le vendredi avant les vacances de Noël, c'est très intéressant à faire. Ouais, ouais, non, mais ça fonctionne. Enfin, les gens, ils sont souvent un petit peu gênés d'écrire au départ les feedbacks, mais ils trouvent toujours. Et surtout, ils sont tellement contents d'en recevoir. C'est ça qui est dingue. Ouais, c'est un truc de fou. Mais le feedback positif, hein, je sais pas, ceux qui sont là, que si vous je sais pas si vous vous rendez compte, mais on vit vraiment dans un océan d'informations et dans un désert de feedback, quoi. On se fait rarement des feedbacks et souvent quand on se fait des feedbacks,
Bon déjà c'est confondu avec des reproches, des critiques, des évaluations, des ordres et cetera. Mais même quand on se fait des feedbacks, souvent c'est des feedbacks, soit négatifs, soit correctifs ou de développement ou appelez ça comme vous voulez. Heu, des feedbacks positifs alors qu'on fait des choses bien pour nos boîtes au quotidien, tous les jours, on bosse pour nos boîtes pour la faire avancer et cetera. On s'en fait quasiment jamais. Enfin, là, essayez de prendre, je sais pas, ne serait-ce que 30 secondes, dans votre coin pour vous dire: «Tiens, c'est quoi le dernier feedback positif que j'ai reçu? C'est quoi le dernier feedback positif que j'ai donné aussi?» Mmh. Bah, vous allez voir que c'est pas forcément si simple à trouver, hein. On peut en réfléchir 30 secondes, ou 1 minute, avant de trouver, hein. Donc voilà, de faire ce genre d'exercice alors qu'on bosse tous les jours au quotidien pour nos boîtes, pour les faire avancer, on fait des trucs bien au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment aussi une habitude à prendre qui remplit les réservoirs à estime de soi des gens et qui derrière aussi, bah, quand il y a des trucs à corriger, ah bah, OK, ça nous prend de l'énergie de corriger des choses qu'on pouvait faire mieux, mais on a cette énergie, on l'a, parce qu'on a eu des feedbacks positifs aussi, qu'on sait ce qu'on fait de bien, quoi. Mmh. Donc vraiment moi ce truc de cet atelier, feedback positif, post-it et tout, je suis très fan, merci Margot pour le partage. Est-ce qu'il va se retrouver dans le livre de Raphaël? Ça serait Très bonne question, très bonne question. Je j'avais pas encore pensé, mais en vrai je vais faire un passage que j'ai pas encore écrit sur les routines, de feedback. Il peut y avoir plein de types de routines, des routines individuelles, collectives et cetera. Je pense que ça pourra faire un petit, il y a moyen que je te cite. quel honneur. OK. D'ailleurs, je reviens très rapidos sur, une question. Il y a Anitra qui disait: «Ce serait top si on peut avoir un exemple de feedback star». Mmh. Bah, tiens, vu qu'on parlait de feedback positif, vu on n'en fait jamais, je vais donner des exemples comme ça à la volée des feedback stars. Heu, donc star, c'est pour, je rappelle, situation, action, résultat. Donc là, feedback positif, l'idée, c'est de faire comprendre conscience aux gens ce qu'ils font de bien et qu'ils doivent garder pour la prochaine fois. Mmh. Donc là, alors putain, faut que j'invente une scène, hem, imaginons, voilà, j'ai été témoin, on avait une réunion, un rendez-vous client ce matin et donc j'ai, mon commercial, et suite à la rendez-vous client, ça faisait des mois qu'on voulait signer ce client et suite à ce rendez-vous client, boum, ça y est, on l'a closé, quoi. Et donc là, je pourrais faire, un feedback, en mode star à ce commercial en lui disant, ou à cette commerciale, je sais pas, «Bonjour, bonjour, Camille», voilà, Camille comme ça on sait même pas si c'est un mec ou une meuf, parfait. Heu, Camille, voilà pendant la situation, heu je vais te parler du rendez-vous, client qu'on a eu ce matin. Hem, action, l'action ça peut être, voilà, je vais te dire, j'ai trouvé que, tu as vraiment été très performant, lors de la session, questions-réponses. Tu as été, très clair dans tes réponses, elles étaient très directes, courtes, on sentait que tu avais vraiment très, très bien, préparé, anticipé les objections clients. Donc ça, c'est action. Puis résultat, bah, grâce à ça, on a enfin eu le contrat signé, le jour même, alors que ça fait, 4 mois et demi qu'on court après ce contrat. Voilà, donc ça fait situation, action, résultat et donc en gros, sous-entendu ou même on peut même le verbaliser à la fin. Heu, bah, merci pour ça et je t'invite lors des prochains rendez-vous clients à préparer aussi bien, les objections potentielles parce que ça a vraiment été déterminant pour signer des contrats et grâce à ça, on va peut-être pouvoir même réduire le cycle de vente, global de l'entreprise, grâce à ça. Voilà. Bon là, je l'ai fait un peu à la volée, mais en gros, c'est ça l'idée. Situation, action, résultat. C'est, dans quelle situation on essaie d'être le plus précis possible. Quelle action a été déterminante dans le résultat positif? Et ensuite, quel résultat positif ça a généré? Et on invite à reproduire la même chose à l'avenir. Voilà pour l'exemple star. Je vois qu'il est déjà 12h20. Avant de passer à la suite, aux éventuelles questions, qu'il va y avoir et cetera, je voulais vous dire aussi que, je voulais vous dire un truc, qui est: comment est-ce qu'on peut vous aider? Donc voilà, j'ai ma petite, tac. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Donc avec Fasterclass et Margot, on vous a préparé, premièrement, le, ce webinaire, le replay sera disponible.
On va aussi en faire un article qui va résumer les points importants. Comme ça, on vous enverra l'article et le replay. Vous pourrez trouver facilement ce qui a déjà été dit. Ensuite, on va vous envoyer aussi les fiches de tout ce qu'on a évoqué. Donc, le tableau de la délégation, une fiche récap sur le feedback, la méthode KISS, l'atelier, feedback positif avec des post-it. Tout ça, on va vous l'envoyer, boum, ce sera cadeau également. Le but, c'est juste d'apporter de la valeur. Et enfin, si jamais malgré tout ça, vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus ou vous avez des doutes sur certains sujets et cetera, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin qu'on prenne un peu de temps de qualité ensemble, vous pouvez prendre rendez-vous juste là, hem, pour creuser le sujet avec notre équipe pédagogique. Donc là, on prend, 1/2 heure, 3/4 d'heure. On creuse, plus en profondeur les sujets avec vous, puis on voit comment on peut vous aider. Pardon. Voilà, cela étant dit, maintenant il nous reste 8 minutes. Donc s'il y a des éventuelles questions, je pense qu'on a le temps d'en prendre, 3 3 max si on développe un petit peu. Allez-y. Et sinon Margot, pour commencer, le temps que ça arrive, parce que je sais qu'il y a un peu de décalage, hem, bah, j'ai une question pour toi, Mmh. qui est: quelles sont les questions qui te sont le plus posées pour aider les managers? Il y a souvent des managers qui ont, un rôle, surtout les primo managers, enfin pour ceux qui c'est la première fois qu'ils sont managers, ils sont partagés entre un rôle opérationnel, ou de production, et un rôle de manager. Et il y a souvent la question de comment, faire pour en tant que manager, pour me partager, pour répartir entre, ces 2 rôles-là. Je trouve que c'est une question très intéressante parce que, oui, manager, c'est un rôle à part, c'est des compétences quand même à part. Il y a un bon nombre de managers qui se retrouvent managers parce qu'ils étaient experts et ils se retrouvent à manager, leur équipe, mais ça demande de développer d'autres compétences. Hem Et parfois, ils ont des difficultés à alterner entre, OK, les moments un peu sur l'opérationnel production et les moments sur le management. Pour jongler entre ces deux dimensions de leur rôle, moi, j'ai plusieurs recommandations, plusieurs, ouais, propositions. Alors on revient sur ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est identifier, ses priorités. Alors elles Ouais, peuvent varier selon la période. Période de fin d'année, bon, bah, il y a souvent les entretiens annuels ou début d'année, entretien annuel. Donc forcément, il va y avoir un gros focus sur le rôle de manager. Mais c'est important pour le manager de déterminer quelles sont, ses priorités à cet instant-là, dans cette période-là, dans la période en cours. Bien faire le lien aussi entre ces priorités que moi, en tant que manager, je voudrais, mais aussi quelles sont les attentes de mon propre manager ou de l'organisation vis-à-vis de moi. Deuxième point, se garder vraiment du temps pour les moments de management. Et quand je dis moments de management, c'est pas juste les points individuels one-one ou les points d'équipe que je peux avoir en tant que manager, c'est aussi allouer des plages spécifiques pour les tâches qui sont liées au management. Donc moi, préparer les entretiens annuels, préparer les one-on-one, préparer les temps d'équipe, etc. Se garder du temps pour ça et essayer de les respecter autant que possible. On sait qu'en tant que manager, c'est souvent les trucs qu'on fait sauter, sauf que c'est ça aussi qui alourdit la charge de travail, qui génère du stress, qui parfois fait qu'on reprend l'ordinateur à la fin après une journée de travail, le soir chez soi, etc. Donc vraiment essayer de mettre dans son calendrier des plages horaires. Et on revient aussi à ça, essayer de déléguer au maximum, en déléguant notamment des parties de la prod ou enfin des parties opérationnelles. Comme on le disait au début du webinaire, ça va permettre à la fois aux personnes de se sentir valorisées, d'apprendre des choses et aux managers de se dégager du temps. Voilà, trouver l'équilibre entre les deux, c'est pas toujours évident, mais vraiment, moi, quand j'anime des formations, c'est vraiment un des points qui remonte le plus souvent, c'est ouais, mais j'ai pas le temps vraiment de passer du temps sur le management, j'ai vraiment ces 2 rôles-là, et cetera. C'est quelque chose qui revient régulièrement. OK. Et d'ailleurs, tu as parlé de points individuels et tout ça. Mmh. Hem Imaginons que bon, je suis manager, TRH et donc tu me dis: «Voilà, pendant les points individuels, il faut que tu fasses parler les gens, que tu captes des infos pour pouvoir les développer et cetera». Et moi, je suis manager et je te réponds, «Ah non, mais d'accord, mais tu mignonne Margot, mais lui, en fait, il me dit jamais rien, il raconte rien pendant les points individuels, j'arrive pas à le faire parler», qu'est-ce que tu me conseilles? Ouais, c'est pas facile parce qu'en plus, souvent, du coup, il s'est instauré un climat où, bah, le manager est un peu gêné, donc la personne le sent aussi, ils savent pas comment se parler mutuellement, et cetera.
Le Le mieux, c'est pas facile, hein, comme situation, Ouais. c'est, de, donner des petites touches régulières de feedback à la personne. Hem, Attends, est-ce que tu peux me redire pardon, j'étais sur Ouais. le commentaire de Géraldine en même temps. Est-ce que tu peux me redonner ta question? Ah pardon. Situation, Ouais, parce que ouais, ouais. Non, mais en qui est gros, super, je te merci disais Géraldine pour le commentaire sur le prof à regarder, je vais regarder ça. Excuse-moi, j'étais déconcentrée là-dessus. t'inquiète. C'était, de dire, ouais, voilà, j'ai une personne dans mon équipe qui est vraiment pas bavarde lors des one to one, Ah oui, et du coup, bah, moi, je sais pas trop quoi faire ouais, voilà, donc OK, ouais. comment je me Donc c'est débrouille? ça. Bah, donc souvent, une personne qui est pas bavarde, ça nous renvoie aussi à quelque chose où nous on se sent aussi mauvais en tant que manager, de pas réussir à la faire parler et tout, c'est un peu délicat. Ouais, Ce que la personne, le manager peut vérifier, c'est déjà, est-ce qu'il a créé l'environnement, la situation, qui favorise, la discussion? Donc ça va être de commencer, par des questions plutôt ouvertes, et en étant, attentif aux réponses. Parce que, un manager qui est de temps en temps sur son téléphone, ou, qui répond à diverses choses, sur son ordinateur en même temps que pendant l'entretien, ça enfin ou l'échange one one, ça, encourage pas la personne à se livrer. Après, bon, il faut ouais, se rappeler qu'il y a aussi des personnes qui sont plus ou moins à l'aise sur le fait de partager des choses. Donc, ça va demander aussi d'être patient de la part du manager. Il y en a qui sont plus réservés d'autres. Donc, c'est pas forcer la personne à s'exprimer. C'est vraiment respecter son rythme, lui laisser le temps de réfléchir. On a tendance, tous, à essayer de combler le silence et donc à pas laisser le temps à la personne de répondre. Il y a des personnes qui ont besoin de réfléchir un peu plus ou ils ont juste besoin un petit peu de temps pour se livrer et donc de pas rebondir tout de suite ou pas d'essayer de combler le blanc. Vraiment accepter un peu le silence. Et pas puis, facile ça. c'est pas facile, non. Et ça, Mmh. bah, par exemple, bon, sur ma première formation de coaching, on nous a vachement entraîné à ça, pour laisser de l'espace à la personne accompagnée de réagir et aussi lui laisser le temps de cheminer, en fait. Et on se rend compte qu'on apprend beaucoup plus de choses de la personne si on laisse ces temps de silence. Et peut-être en autre point pour ces situations où on a une personne qui n'est pas très bavarde, qui raconte pas grand-chose dans les one-one, ça peut être de proposer à la personne si elle n'est pas très à l'aise à l'oral, de préparer, par exemple, d'écrire à l'avance les sujets qu'elle souhaiterait aborder. Donc ça peut être un doc partagé entre le manager et le manager, et chacun complète en bullet point, hein, les grands points qu'il a envie de partager dans le point. Comme ça, chacun se sent plus préparé et plus à l'aise pour échanger à ce moment-là. OK, trop bien. Je vois qu'il est 29 et on a une question de Nadine, donc je vais la prendre très très vite et après on va devoir couper. Ok. Mais hop, j'envoie sur le stream. Nadine qui dit: «Comment aider un manager qui pratique rarement le feedback à un collaborateur en sous-performance tous les ans?» En Situation fait, compliquée, hein. ouais, c'est compliqué parce que ça me demanderait envie de reposer une question, en tout cas de se poser là, du coup, la question en tant que RH sur qu'est-ce qui bloque ce manager-là? Qu'est-ce qui fait qu'il y va pas? Ce qu'on dit en coaching, c'est que chaque personne qui a un blocage, il a une bonne raison, ça veut dire qu'il trouve un avantage, entre guillemets, même parfois inconscient, hein, de pas y aller. Et donc, si pas, ça marche pas toujours de lui dire, de le préparer à faire ce feedback-là, à essayer de raisonner. En fait, ça se passe pas au niveau du cerveau potentiellement, ça se passe plus au niveau de ses émotions et de ce qui lui fait peur. Donc, c'est d'essayer de trouver là où est le plan de blocage, qu'est-ce qui lui fait peur, pourquoi il le fait pas, pour essayer de répondre à ça, pour après lui permettre d'être plus à l'aise pour le faire. Donc voilà, OK. ce que je propose, c'est plutôt, Nadine, d'aller questionner qu'est-ce qui fait que ce manager pratique rarement le feedback alors qu'il est en sous-performance. Un autre point, ça peut être de lui faire verbaliser, prendre conscience, ok, tout l'impact que ça a de pas faire ce feedback négatif et lui montrer qu'il a une responsabilité en tant que manager. Il peut pas se plaindre que la personne n'est pas à la hauteur si elle lui dit pas, si le manager ne lui dit pas en fait. Il y a aussi faire prendre conscience de la responsabilité du manager, du rôle qu'il doit avoir dans la sous-performance de ce collaborateur-là. Effectivement. Voilà.
Je vois qu'il est déjà 12h31, on va devoir couper. Juste un petit shot de kiff, pour toi Margot, parce que les gens ont l'air très contents. On a voilà Doris qui nous Merci. dit merci, Des petits, c'est Alexia mes post-it, c'est ma version post-it, feedback positif. voilà, la version De positive fin. feedback positif. Merci beaucoup. On profite, dès maintenant, on met en application, tac, merci et tout ça, c'est génial. Je m'engage à vous envoyer, les mails, dans les prochains jours avec, toutes les fiches qu'on vous a promis, Mmh. même si je parle français et voilà et donc vous allez avoir tout ça et je vous remercie et je vous souhaite un très bon appétit à tous. Bon Bye appétit, à bye. la prochaine.